Mesdames, Messieurs, bonjour. Si vous nous rejoignez, vous êtes sur la cour commune à présent. C'est un plaisir de vous retrouver. Un autre plateau qui s'ouvre aujourd'hui avec une thématique assez particulière car aujourd'hui, nous parlons de discrimination. C'est un sujet qui revient, c'est vrai, peut-être sur les chaînes, sur les médias. On parle de discrimination positive même parfois, mais en réalité, de quoi il s'agit quand on parle de discrimination? Les différents types, quand est-ce que l'on est discriminé ou pas et surtout les mesures pour pouvoir aller contre donc ce phénomène-là. Nous allons installer dans les prochaines minutes nos invités qui vont partager avec nous leurs expériences du sujet, leurs avis. Mais en première partie, vous le savez, ce sera avec Modeste Dossou-Togbe. Bonjour. Bonjour Pruniel et mesdames et messieurs. Vous allez bien? Super bien. Alors, nous parlons de discrimination aujourd'hui, Modeste. Qu'est-ce que vous en savez? Alors la discrimination, c'est la manière de négative qu'on a envers les personnes, la différenciation qu'on a envers, que ce soit l'ethnie, la race, la couleur de peau, ou peut-être vous êtes dans une entreprise, vous discriminez la personne parce qu'elle n'a peut-être pas les compétences requises, la personne est mal vue. Donc, je crois qu'en réalité, en général, c'est ça la discrimination. Oui. D'une part, on peut dire que c'est une forme de non-tolérance en quelque sorte. Oui, aussi une forme de spéculation, une forme de différenciation. On se voit Au-dessus, au-dessus, voilà, de l'autre, on se voit au-dessus. plus méritant. Voilà, plus méritant dans les entreprises et dans la société, vous voyez certaines personnes, déjà la classe sociale différencie certaines personnes des autres. Quand vous êtes de la basse classe, vous n'avez pas assez de moyens, pas que vous êtes pauvre. Vous vous retrouvez avec certaines personnes, mais tout de suite vous êtes mis de côté. Déjà à l'école, on l'a même déjà vécu, on l'a vécu. Si des gosses de riches qui forment leur clan et qui laissent ceux dont les parents ne sont pas assez Nanti, voilà. d'un autre côté. Oui, d'un autre côté, bon. Et on faisait des clans, il n'y avait pas d'harmonie, on se lançait quelques pics, on se disait des choses, bon. C'est ça. Ils étaient les souffres-douleurs en quelque sorte. Oui, Bon, mais ceux qui n'ont pas d'argent, les gens, pas on. Les, les gens qui n'avaient pas d'argent ou qui n'avaient pas des parents assez aisés se sentaient un peu délaissés. Bon. oui. Et on allait même jusqu'à incriminer les parents parce qu'on se disait, si je suis dans une telle Cette situation, situation, c'est c'est à cause du parent. c'est ça, à cause de. Alors, est-ce que vous pensez une fois, je ne vais pas dire tout le temps, est-ce que vous, dans une situation donnée, vous vous êtes dit, c'est de la discrimination, je suis discriminée? Oui, dans plusieurs situations, surtout en entreprise, quand vous avez peut-être envie de faire quelque chose et quand on remet cette tâche à une autre personne, vous vous dites, mais je vais pouvoir faire, j'ai envie de le faire, mais vous dites, cette personne est mieux placée parce qu'elle a plus d'expérience que vous. Et bon, vous vous dites, je suis mise de côté, Bon, si ça arrive une fois, bon, c'est peut-être pas forcément de la Oui, discrimination. non, mais pas une fois. C'est parce que c'est répété qu'on se dit que c'est une forme de discrimination. Et bon, dans la société, par exemple, la forme de discrimination, moi, je vais dire, quand vous vous retrouvez avec certaines personnes, on vous dit, mais vous êtes assez en forme pour rester dans la sauce, pour rester avec nous, Avec nous, voilà. on vous Donc, même. on vous met de côté, on vous dit, mais vous n'êtes pas faite pour rester, surtout du côté homme. Du côté homme, des hommes qui disent, bah, je ne vais pas sortir avec une femme du genre. C'est la Bon, c'est un discrimination. choix aussi, Oui, hein. mais c'est un choix, C'est un choix c'est un aussi. choix, mais jeter tout de suite ça à la figure et dire à la personne que, bon, le goût est relatif, on est d'accord, mais en société ou quand vous marchez dans la rue, les gens vous disent, mais qui est cette personne qui passe et bon, vous vous sentez un peu mal à l'aise dans votre peau. Le mot de ce matin, Le mot de ce matin, quand on parle de discrimination, il faut parler d'égalité aussi. Et égalité qui est le mot du jour, égalité qui s'écrit E-A-C-T-G-A
L-I-T-E accent aigu. Égalité qui est un nom féminin du latin, égalitas. Et au premier sens, on parle de la qualité de ce qui est égal et équivalence. On parle d'égalité de fortune. En synonyme, on parle de concordance, d'équivalence. On parle d'identité, de parité. Au contraire, on parlera de différence, de disparité et d'inégalité. En deuxième sens, on parle d'absence de toute discrimination avec les êtres humains sur le plan de leurs droits, égalité politique, civile et sociale par exemple. Au troisième sens, c'est la qualité de ce qui est égal, ce qui est constant, ce qui est uniforme et on parle d'une régularité. On parle aussi de l'égalité du pot. Synonyme d'égalité dans ce troisième sens, on parlera de constance, d'invariabilité, de régularité. Et au contraire, on parle bien entendu d'irrégularité. Quatrième sens du mot égalité, c'est la qualité de quelque chose qui est régulier, qui ne subit pas de brusques variations, c'est-à-dire une uniformité. C'est un homme d'une grande qualité d'humeur, par exemple. En synonyme, on parle d'équilibre, on parle de placidité, on parle de pondération. Et au contraire, on parlera de bizarrerie, on parle d'inconstance, voilà. Au cinquième sens, on parle d'un score identique pour les adversaires dans le domaine sportif ou dans le jeu. Au sixième sens, on parlera du signe. Le signe égal, les deux tirés superposés. Alors, en jeu, on parlera en jeu au septième sens, on parle d'un nom donné pendant la Révolution aux figures remplaçant les valets dans les jeux de cartes. Alors, quelques expressions avec le mot égalité. La première expression, à égalité de, simplement pour dire en supposant une qualité égale de quelque chose. À égalité de titre, on choisira le candidat le plus jeune. En algèbre, on parle de l'égalité de deux applications. Et là, simplement pour parler d'un cas où deux applications affichées ont le même ensemble de départ, le même ensemble d'arrivée, et où pour tout ensemble, pour tout élément de l'ensemble de départ, ins, f de ins et g de ins sont les mêmes. On parle d'égalité de deux ensembles simplement au cas où deux ensembles A et B ont les mêmes éléments. En géométrie, on parle d'un cas d'égalité dans des triangles, d'une condition pour que deux triangles soient isocèles ou superposables. En jeu, quand on dit faire ou prendre ou donner à égalité, c'est simplement parier en engageant une somme égale à celle de son partenaire. Alors, deux citations pour finir avec le mot égalité. La première d'Honoré de Balzac qui nous dit « La joie ne peut éclater que parmi des gens qui se sentent égaux. La joie ne peut éclater que parmi des gens qui se sentent égaux. » Et la toute dernière citation d'Élémir Bouge qui nous dit « L'égalité est l'idéal de l'esprit de l'homme et l'inégalité le penchant de son cœur. L'égalité est l'idéal de l'esprit de l'homme et l'inégalité le penchant de son cœur. » Merci Modeste. Le mot égalité qui a beaucoup de sens, nous l'utilisons donc de diverses manières, mais aujourd'hui nous allons parler d'égalité entre nous, entre les hommes. Nous allons parler d'ailleurs avec nos invités. N'oubliez pas, nous sommes en direct, vous pouvez nous écrire pour nous donner vos avis sur le sujet, sur le 55 01 82 91, le 55 01 82 91. Les messages sont attendus donc via WhatsApp ou encore via message direct. Tout simplement, on vous retrouve tout à l'heure pour lire les messages modestes que vous auriez reçus avec la pensée. L'humour, pourquoi pas, teste ta culture aussi, le temps de la discussion.
Nous sommes à présent avec nos invités installés en plateau. Je suis avec John Primaël Kochadan. Bonjour. Bonjour, Niel, comment ça va? Bien, et vous? Très bien, merci. Vous êtes entrepreneur. Merci d'être avec nous sur le plateau. Je vous en prie. Vous êtes, ou plutôt nous sommes également avec Andrea Bachomba. Bonjour. Bonjour Madame la journaliste. Bonjour, vous allez bien? Je salue le plateau, je salue tous les auditeurs. Les téléspectateurs. Les téléspectateurs, excusez-moi. Non, il n'y a pas de souci. Merci d'être Comment avec vous allez, nous. madame? Très bien. D'accord. Merci pour votre présence. Merci Et de enfin nous sur assister. ce plateau, Junior Degueno, bonjour. Bonjour, Vous allez Brunel. bien? On va bien? Vous êtes juriste et Andrea Bachomba, vous êtes enseignante à la retraite. Alors, aujourd'hui, je sais que c'est une thématique un peu large qui, disons, un peu spécifique. Nous parlons de discrimination. Alors, qu'en est-il exactement? Nous allons essayer de mieux comprendre le sujet, de voir également comment est-ce que cela se manifeste dans notre société également. Comment est-ce qu'il faut justement faire pour pouvoir ne pas le subir ou aller contre, lutter contre donc la discrimination. Mais déjà, quand on parle de discrimination, John, qu'en est-il pour vous? Alors, merci, Madame la journaliste, pour l'invitation et la question. Lorsqu'on parle de discrimination, pour moi, personnellement, c'est le brimade, la déconsidération, le fait que vous ayez droit, vous sentez, vous avez conscience que vous avez droit à quelque chose, mais vous voyez que de l'autre côté, parce que quelqu'un d'autre présente des avantages que vous n'avez peut-être pas, il y a une inégalité. Donc, lorsque ça se fait ainsi dans notre société, on peut parler de discrimination. Très Oui. bien. Andrea? Oui, c'est le fait pour moi de mettre à part, de séparer, de faire en sorte que l'on dise qu'il y a un groupe qui peut-être doit bénéficier de quelque chose, mais qu'on ne lui a pas attribué. Et en ce moment-là, on pourra parler d'une discrimination. Et on peut dire toutefois que la discrimination peut être fondée sur l'ethnie, elle peut être fondée sur la classe sociale, elle peut également être fondée sur le handicap. Très bien. On peut toutefois dire qu'il existe ce type De discrimination. On va le voir tout à l'heure. Junior Degueno, vous qui êtes D'abord, juriste. je voudrais qu'on revienne au sens Sens, étymologique du mot D'accord. et qu'on se contextualise dans l'expression latine du mot même. La discrimination, d'abord, vient du latin discriminis, qui veut dire séparation. Et quand on parle de séparation, ici, c'est le fait de mettre à part des gens, de sélectionner des gens, de traiter différemment les gens, de donner quelque chose à une classe sociale et de priver les autres de ce dont tout le monde doit normalement bénéficier, du même droit qui est réservé à tout le monde, mais on les traite différemment. Très bien. Merci pour ce retour donc, sur le sens étymologique du mot discrimination. Vous avez commencé à le dire tout à l'heure, Andrea Bachomba, ethnie, race, handicap, les éléments qui peuvent fonder une discrimination lorsqu'on l'observe. John, est-ce que vous avez quelque chose à compléter? Par rapport aux éléments que Madame a déjà soulevés, c'est vrai, elle a parlé de l'ethnie et tout, mais je vais dire une chose. La plus grande raison qui pousse à la discrimination, c'est l'argent. Ah oui? Beaucoup de personnes ne comprennent pas souvent ça. Vous voyez, ils ne seront pas peut-être d'accord avec moi, mais je dis oui, c'est l'argent, c'est la condition sociale. Lorsque déjà petits, les enfants sentent déjà qu'il y a un décalage entre lui et moi, parce que mes parents m'amènent peut-être en voiture et toi tu grattes, je vais le dire ainsi, pour arriver à l'école. Il y a déjà cette séparation. Et donc les enfants grandissent avec déjà ce paradigme-là. Et dans la société, jusqu'à poser simplement le regard sur comment que tu es déjà, on dit que... Donc on suppose que lorsque tu as une meilleure condition et tout, on va dire que oui, tu ne vas pas subir un certain type de frustration dans la société. Donc je dis que ça commence déjà par la condition sociale de la personne. Donc voilà ce que je peux compléter. Après on va évoluer, on va décortiquer. La condition sociale. Andrea?
Oui, la condition sociale, c'est vrai que ça fait partie d'une discrimination. Enfin, ça fait vivre la discrimination. Parce que quand, dans une société déjà, il y a des gens qui se sentent nantis, il y en a qui se sentent moins nantis. Donc, l'égalité ne fait pas face en ce moment. Donc, il y a une part d'inégalité que vivent les hommes. Donc, on peut partir de ça pour dire que la condition sociale agit. Alors, Junior Deguenon, quand vous observez un peu, je vais dire, notre société ici au Bénin, pour vous, qu'est-ce qui la fonde exactement et pourquoi? Moi, je dirais que ce qui fonde beaucoup plus la discrimination dans notre société, dans notre pays, ce sont les conditions sociales, beaucoup plus les conditions sociales, mais je ne dirais pas, comme l'ont dit tout à l'heure les autres invités, je ne dirais pas que c'est parce que j'ai ceci et l'autre n'a pas ceci qu'il y a de la discrimination. Je dirais par contre que c'est le traitement qu'on vous inflige, le traitement que quelqu'un d'autre inflige à celui-ci en raison de sa classe sociale, en raison de son âge, en raison de sa grossesse, en raison de toutes ces conditions sociales et physiques qui ne lui permettent pas d'être peut-être au même plan d'égalité que les autres. Donc, je dirais que c'est le traitement qu'on inflige à l'autre en raison de ses caractéristiques sociales. Très bien. C'est vrai que, oui, on va parler de discrimination, mais est-ce que, d'une part, ce traitement-là n'est pas fondé? Par exemple, quand vous dites une femme enceinte. C'est vrai, elle n'est pas malade, elle a droit à toutes les choses, mais néanmoins, elle est dans une situation un peu particulière où, dans un état, son état peut flancher à tout moment, où on ne peut pas la surcharger sur certaines choses. Justement, pour la protéger, on peut également aller vers la discrimination. Est-ce que justement, les traitements, parfois, d'une part, ne sont pas fondés, ne sont pas justifiés, en quelque sorte? Parfois, je voudrais bien qu'on contextualise ça dans le domaine du travail. Parfois, on constate qu'il y a des femmes qui sont enceintes et pour les recruter, c'est difficile parce qu'on estime que bon, le travail n'ira pas et ce qu'on veut vraiment, ça ne veut pas. C'est ça. Dans le contexte béninois, il y a déjà la liberté contractuelle entre les parties. Et lorsqu'on parle de liberté contractuelle, déjà, c'est que chacun choisit avec qui on veut travailler. Donc, si j'estime que pour mon travail de maçon, par exemple, je ne peux pas prendre de femme enceinte, ça veut dire que je ne dois pas prendre de femme enceinte. Et c'est vrai, ça avantage d'une part, ça avantage parce que on voit que l'état physique de cette dernière ne permet pas de faire ce travail. Et donc, on ne peut pas la soumettre à ce travail. Et la soumettre à ce travail voudrait dire encore qu'on viole certaines dispositions et qu'on traite une personne humaine comme on ne devrait pas la traiter. Mais lorsque le travail ne nécessite pas beaucoup plus d'efforts comme cela, et il faudrait juste travailler comme ceci, et elle a la capacité de le faire, et elle reconnaît qu'elle a la capacité, toutes les conditions montrent qu'elle a la capacité de le faire, et on la traite parce qu'elle est enceinte et on ne veut pas d'une femme enceinte. Le fait de lui dire, on ne veut pas une femme enceinte dans notre administration, ça fait une discrimination. Et là, maintenant, on peut aller chercher même la responsabilité pénale de ce dernier. Oui. Des responsabilités pénales. Très bien. Andrea Bachomba, vous voulez réagir? Je veux réagir parce que là, on pourra parler de la discrimination fondée également sur le sexe. Parce qu'on aurait mieux souhaité travailler avec des hommes pour un rendement meilleur. Parce qu'avec la femme, il y a des conditions et d'autres conditions qu'il faille revoir. Donc, il y a déjà une discrimination fondée sur le sexe à ce moment-là. Très bien. Alors, merci beaucoup d'éviter cette discrimination-là également. Brunel, on va passer. Oui. Moi, je passe simplement, on continue la question parce que, dans le fond, il faut aller au cas par cas. S'il donne l'exemple, M. Deguenon, il est beaucoup plus côté la loi, j'ai remarqué. Moi, je ne maîtrise pas trop cette partie. Ne vous inquiétez pas. Donc, la discrimination, il faut aller au cas par cas. Ce que moi, je comprends, c'est que tout simplement, c'est une question de choix. Si je prends l'exemple qu'il a donné, la femme
qui vient, on sait qu'une femme doit naturellement tomber enceinte. Et donc, à un moment donné, lorsqu'elle sera dans ce genre d'état, c'est tout à fait normal. Il y a des lois qui ont prévu, il y a un cadre donné qui est déjà là. Et en ce moment, on permet à cette personne-là de partir et d'aller se reposer le temps de pouvoir passer cette période-là. Et donc, je ne dirais pas vraiment qu'à ce moment-là, il y a une certaine forme de discrimination, mais beaucoup plus, il l'a souligné, c'est un accompagnement de cette personne parce qu'on reconnaît dans le fond l'état dans lequel elle se trouve dans le fond. Donc c'est pour ça que moi je dis que de cette façon de faire, là en ce moment on ne pourra pas vraiment parler de discrimination. Il faut aller vraiment au cas par cas et donc on continue simplement. Merci. Très bien. Alors, lorsqu'on passe à cet aspect de la chose, on a parlé également de l'ethnie. Andrea Bachiomba l'a cité tout à l'heure. Est-ce que vous observez une forme de discrimination liée à cela dans notre société? On va prendre juste un petit exemple là. Vous voyez, vous êtes dans votre maison. Ça, je le subis tout le temps. Moi, je suis de Dassa, d'accord? Et souvent, on dit que les gens de Dassa, lorsqu'ils se retrouvent, ils commencent rapidement par parler leur langue. Et la personne qui se trouve à côté ne comprend absolument plus rien. Ils disent, là, ce qui est... C'est naturel, c'est l'homme. Hein. La réaction qui vient automatiquement, c'est qu'on ne comprend rien de ce que vous êtes en train de dire. Est-ce que vous pouvez tout au moins parler votre langue? Certaines personnes vont dire que c'est une manière de discriminer la personne qui est à côté de vous parce qu'elle ne comprend pas dans le fond ce que vous êtes en train de dire. Donc de façon ethnique, on va dire que simplement le fait que... Et ça, c'est ce qu'on subit. Quelqu'un ne va pas me dire qu'il n'a pas encore vu ça ou bien qu'il ne s'est pas trouvé dans une condition comme ça une fois. Donc, est-ce qu'à ce moment-là, on va dire que parce que l'autre ne comprend pas ce que je suis en train de dire, parce qu'il ne comprend pas notre langue, est-ce qu'il ne faut pas parler ma langue? Parce que j'ai rencontré un frère, j'ai rencontré quelqu'un qui parle la même affaire que moi, donc on va échanger par rapport à ça. Donc à ce moment-là, est-ce que, compte tenu de la personne qui est là, je dois ne pas parler ma langue, je dois continuer dans un langage où oui, il veut comprendre, je prends ce cas. Mais je reviens encore dans l'autre partie où... Certaines personnes le font sciemment, c'est-à-dire que la personne elle est là, elle ne comprend pas ce que je suis en train de dire. Et là, on veut parler d'elle, et là, on commence par dire des choses dans notre langue juste pour parler de ça. Là, déjà, on va parler de, oui, ils sont en train de brimer cette personne parce qu'elle ne comprend pas la langue, le dialecte qu'ils sont en train de parler. Donc, moi, je vois ça un peu comme ça. Merci. Très bien. Alors, c'est vrai que c'est un aspect... Je sais que Junior veut donner des clarifications, mais peut-être que Andrea veut... Il faut ajouter que, par exemple, quelqu'un qui dépose une candidature pour un poste et il se voit ce poste refusé parce qu'il est certainement d'une ethnie minoritaire à l'ethnie qu'on aurait voulu choisir. Donc, il se sent dans une position de discrimination fondée sur l'ethnie. Donc, en ce moment-là, il faut veiller à ce que ce ne soit pas, qu'il y ait une égalité compte tenu de la capacité de la personne et qu'il ne faille pas faire cette discrimination, cette séparation-là. Et moi, je voudrais tout juste ajouter que quand on se met à la place de l'autre, on peut toutefois éviter toutes ces choses-là. Parce que ça n'arrive pas qu'aux autres. Absolument. Junior Deguene. Je voudrais que vous me permettiez d'opposer, monsieur, sur son explication. Oui. Parce que c'est un débat contradictoire. Absolument. Bien sûr. Je voudrais dire que lorsqu'on parle de discrimination, c'est qu'il y a des droits qui sont reconnus à tout le monde. Mais qu'on prive certains en raison de leurs caractéristiques sociales, en raison de telles raisons sociales, on le prive de ce même droit que tout le monde doit jouir. Ici, par exemple, lorsque quelqu'un parle dans une langue que l'autre ne comprend pas, cela ne signifie pas discrimination. Je voudrais qu'on revienne sur ça parce que beaucoup de personnes aujourd'hui pensent peut-être qu'on les a discriminés, alors qu'on ne les a pas discriminés. Il faut que les gens comprennent le champ du mot même, pour pouvoir demander, pour pouvoir comprendre que leur droit a été violé. Il ne faut pas qu'on dise cela de façon arbitraire.
C'est un mot Lorsqu'on qu'il faut viole, dire dans son lorsque sens. quelqu'un parle dans une langue que vous ne comprenez pas, cela n'est pas une discrimination. C'est ça. Vous pouvez parler dans toutes les langues que vous voulez. Et je peux parler dans la même langue avec telle personne parce qu'on s'est retrouvé toujours dans telle circonstance, mais cela ne doit pas servir, cela ne doit pas être une question de discrimination. On parlera de discrimination peut-être lorsque vous devez jouir des mêmes droits, mais en raison de l'ethnie, on vous empêche de jouir de ce droit-là. Et on accorde cela à l'autre qui est de votre ethnie. Alors que vous remplissez tous les mêmes critères pour bénéficier, pour jouir de ce droit. Très bien. Donc, la même chose également lorsqu'on parle de race, même chose également lorsqu'on parle du handicap, c'est que vous Exactement. avez les mêmes droits dans toutes les circonstances, mais finalement, on vous prive de ce droit-là pour quelqu'un d'autre. Alors, lorsqu'on parle de discrimination, il y en a de combien de types? Je reste avec vous, Junior. Lorsqu'on parle de discrimination, il y a deux types. Il y a la discrimination directe, la discrimination indirecte. Et on peut également s'étendre sur d'autres dimensions lorsqu'on va vouloir parler de discrimination. Parce qu'il y a également ce qu'on appelle la discrimination positive à la On va y fin. revenir d'ailleurs. Mais il y a beaucoup plus la discrimination directe et Et indirecte. indirecte. Ce qui veut dire direct et indirect. La discrimination directe, c'est déjà le fait de l'exprimer d'une façon très violente qui empêche l'autre, qui crée déjà des dommages à l'autre. Et lorsqu'on parle de discrimination indirecte, c'est le fait d'utiliser par d'autres procédés qui amènent à brimer les droits de ce dernier, mais qui ne se remarquent pas le plus. Voilà. Très bien. Andrea? Oui, je vais dans le même sens. Par exemple, un enfant qui doit fréquenter, enfin, il y a un lieu qui est ouvert à des fréquentations et un enfant peut-être peut être refusé d'aller à ce lieu-là compte tenu de l'identité, des civilités de ses parents, de l'état civil de ses parents ou de par son âge. Donc, il y a déjà là une question de discrimination. Tout à l'heure, vous avez dit, Junior Deguenon, dans la discrimination indirecte, que justement, on le prive, mais il n'y a pas forcément, on ne le lit pas directement, la conséquence et la cause. C'est ce que j'ai compris brièvement dans la discrimination indirecte. Non, pas D'accord. trop. Et en fait, Elle n'est je pas dirais stressée. peut-être Oui. mais on le fait d'une façon stratégique C'est ça. pour éviter de relier cela à la À la conséquence conséquence. directement. Exactement. Voilà. Exactement. Comme l'enfant qui s'est vu refuser la fréquentation d'un lieu par rapport à l'état civil de ses parents, Oui. par rapport à son âge. On ne lui a pas dit, ah non, tu n'iras pas, mais on a fait valoir l'état civil de ses parents pour le lui empêcher. Alors, ma question qui découle de cela, c'est que, n'oublions pas, nous sommes dans une société aussi qui a beaucoup de pesanteur. Est-ce que justement, ce n'est pas aussi des éléments qui font ou bien qui accompagnent un certain nombre de choses, de comportements qu'on a envers certaines personnes, que ce soit ethnie, que ce soit race ou bien que ce soit handicap, les pesanteurs sociaux et autres? Vous pouvez répondre? Très bien. Alors, ma question c'est, est-ce que les pesanteurs sociaux également n'accompagnent pas, ne sont pas des causes de certaines formes de discrimination? Exactement, je peux déjà dire que il y a certaines raisons sociales dans notre société qui amènent les gens à pratiquer cette discrimination. Vous allez voir par exemple l'histoire ancienne parfois qui vient rattraper aujourd'hui. Aujourd'hui, on veut donner du travail à quelqu'un, mais on se rend compte, on dit peut-être que bon, il est de Hadja C'est ça. et que les gens de Hadja ont tel comportement. Donc, on ne peut pas lui accorder cela. Il est de Agoni, il est de ceci, et donc on a même honte de dire son origine. Et donc, il y a ces caractéristiques-là. Il y a également d'autres pesanteurs comme le fait d'appartenir à telle famille. Et lorsqu'on dit qu'on est de telle famille, déjà, c'est que c'est difficile de s'affirmer, Oui. c'est difficile d'obtenir les mêmes et de jouir de ces mêmes droits devant tout le monde. Et donc, lorsqu'il y a ces pesanteurs sociaux, c'est difficile. Il y a déjà l'histoire ancienne qui nous rattrape parfois. Il y a l'histoire ancienne qu'on est en train de relater parfois aux générations actuelles. oui. Et les générations actuelles s'en servent comme ils veulent. Il y a également le fait que on dit non, les autres, eux, ils avaient déjà tellement joui de ce droit avant et dans telle situation. Et donc maintenant, il faudrait
qu'on reverse la situation d'une façon négative et non positive. Très bien. Voilà. John? Oui, je vais aller aussi dans le sens de cette discrimination qui se fait au niveau du travail, dans le fond. Vous voyez, il y a par exemple dans une entreprise, l'avancement à un poste donné n'est permis simplement qu'aux hommes. Mais parce que la dame ne sait pas, dans le fond, que c'est juste pour les hommes, elle mérite vraiment cette position. Mais parce qu'elle est une femme, à un moment donné, on invente, par exemple, beaucoup de critères, beaucoup de choses pour l'empêcher, dans le fond, d'arriver à ce niveau-là. Et donc, à ce moment, on peut banalement simplement dire que oui, il y a question de discrimination parce qu'on aurait simplement pu lui dire ou dire simplement que oui, les femmes ne peuvent pas aller jusqu'à cette position-là. Donc, dans la société, au niveau du travail, dans le fond, on peut également assister à ces formes de brimades, là, dans le fond. Merci. Et toujours dans le même cadre là, des pesanteurs sociaux dont vous parlez, on peut dire par exemple qu'une femme n'a pas droit à la parole parce qu'elle est de telle ethnie. Et par exemple, on peut dire que il y a monsieur est jeune, il veut épouser ma fille. Je dis, ah, vous êtes de quelle région? Ah, d'accord. Vous n'avez pas droit, vous n'aurez pas droit à ma fille. Là, vous voyez qu'il y a déjà une discrimination qui empêche la raison de l'amour de prendre effet. Voilà. Un instant, Junior, oui. Voilà, si tu me permets aussi, dans le sens de madame, il y a aussi associé à ça le côté de la religion, dans le fond. Elle pose cette question, il va répondre, mais il y a d'autres personnes qui vont encore loin pour demander, mais tu appartiens à quelle religion? Le simple fait peut-être de dire... Loin, est-ce que c'est pas normal aussi de savoir? Oui, le simple fait de dire que j'appartiens à telle religion ou carrément que je ne vais pas à l'église, je ne fais rien. Là, il y a certaines personnes, certains parents qui se braquent pour dire, ben, écoute, tu ne peux pas prendre ma fille. Ça, c'est une sorte de lésion. Alors là, est-ce que c'est un droit de... Bon... Oui, la fille a un droit, le droit de choisir qui elle veut, ou le monsieur aussi a un droit de choisir qui il veut. Maintenant, à ce moment-là, le droit n'est plus dit et la raison... Junior. J'avais l'impression qu'on avait tourné le débat uniquement autour des femmes et donc je voudrais bien qu'on le ramène dans l'aspect beaucoup plus social où on va voir peut-être dans les hôpitaux, par exemple, on amène deux personnes qui sont venues au même moment. Et pour les soigner, ils souffrent peut-être des mêmes choses. Mais on va soigner peut-être l'enfant de la maman qui est beaucoup plus aisée ou bien de l'autorité qui est beaucoup plus aisée. Et donc, on accorde beaucoup plus de soins à cet enfant et on laisse celui qui vient d'une classe sociale basse. Donc, il y a également ces pesanteurs-là qui jouent beaucoup plus. Et il y a également le fait que vous avez parlé de religion tout à l'heure. La religion est désormais comme un critère de discrimination. En ce sens que beaucoup de personnes se fondent aujourd'hui sur cela avant de recruter les gens. Mais je dirais que c'est grave, très grave, parce que celui qui veut faire un travail, il jouit des mêmes droits que tout le monde. Ce n'est pas parce que la personne appartient à telle religion qu'on va l'empêcher de faire son travail. Ce n'est pas à cause de cela. Cela ne doit pas être un critère. Un critère, non. Parce que tout le monde aujourd'hui veut dire, parce qu'il est pratiquant traditionnel, il fait du vaudou, il fait de ceci, et on ne doit pas le prendre parce que ce sont des gens, ils peuvent te faire des gris-gris directement, immédiatement. Donc, on utilise ça comme des critères. Or, nous sommes dans un état laïque. Or, nous vivons avec chacun nos convictions religieuses. On ne doit pas utiliser ces conditions pour discriminer des gens. Et également, il y a le fait qu'on utilise la nationalité des gens. Donc, c'est également une raison, c'est également un pesanteur social. Il y a la nationalité, parce que l'autre est de telle nationalité, c'est difficile. On ne peut pas lui donner cela, on ne peut pas lui donner cette chance, alors qu'il est citoyen du monde. Il appartient à une classe sociale comme tout le monde. On devrait lui accorder cela. Oui, si vous permettez, par rapport à cette question de nationalité, je trouve qu'ici, puisqu'on est au Bénin, c'est nous les Béninois qui pratiquons beaucoup cette forme de cette discrimination-là entre nous. Oui, parce que vous voyez, lorsque vous êtes debout
moi, je suis debout avec quelqu'un qui a la peau blanche, qui vient d'ailleurs, peut-être c'est un Français, c'est un Indien, c'est je ne sais pas quelle nationalité, mon frère préfère prioriser le besoin de la personne qui vient d'ailleurs, qui a une autre nationalité, contrairement à moi qui suis avec lui tout le temps ici. Donc, cette question de nationalité, c'est vraiment quelque chose. Et là, en ce moment, moi, j'invite beaucoup plus les gens à revenir, en fait, à un état où la personne, le compatriote béninois, en fait, est ton frère. Qu'il soit du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, il est quelqu'un que tu dois d'abord en tête considérer. Et là, ça rentre en même temps dans le côté, dans les pesanteurs sociaux dont on était en train de parler tout à l'heure. Je dis une chose, c'est que Dieu m'a permis, moi, Dieu merci, de sortir et d'aller voir qu'est-ce qui se passe ailleurs. Juste au Maghreb, là, lorsque, peu importe que le monsieur soit d'une situation donnée, qu'il soit dans ses rayons ou qu'il soit habillé en veste, en fait, c'est des personnes qui s'aiment. C'est-à-dire d'un amour simple, c'est ce que j'ai observé. Mais nous autres, lorsque nous sommes même bien habillés, nous dépassons même, on dit il est à 31 ou 51. En fait, on n'est même pas vraiment calculé en tant que tel. Donc, cette façon de se discriminer par rapport à la nationalité, il faut qu'on déjà considère que nous sommes des frères de partout et nous sommes tous unis. Merci. Très bien. Alors, est-ce que, moi je voudrais te demander, lorsque on se sent discriminé, quels sont déjà les éléments sur lesquels, peut-être parlant du travail tout simplement, les éléments qui doivent nous mettre la puce à l'oreille pour dire « Ok, je suis discriminé étant donné que j'ai des droits par rapport à telle ou telle chose, je peux faire recours à la justice par exemple. » Junior. Lorsque déjà on constate que nous sommes discriminés dans le monde du travail ou bien dans n'importe quel aspect de la vie, il faut déjà rapporter la preuve au juge. Et donc, il faudrait exposer au juge les éléments de preuve qui justifient vraiment la discrimination. Et lorsque le juge voit que, bon, il s'agit déjà d'une forme de discrimination, il sanctionne. Et vous allez me demander maintenant quels sont les éléments de preuve qu'on peut vraiment amener. Oui. Il faudrait justifier par tout moyen légal qui prouve que j'ai été discriminé. Voilà, on m'a invité pour l'entretien et lorsque j'étais en entretien, on m'a dit Madame, parce que vous êtes enceinte, on ne peut pas vous prendre pour cela alors que je remplis toutes les conditions, tous les critères qu'il faut pour avoir ce boulot. On vous dit, bon, on vous pose des questions qui ne doivent pas être posées. Or, des questions comme et votre âge, alors que vous avez entre la tranche d'âge, mais on justifie à cause de votre âge que vous ne pouvez pas vraiment bénéficier de ce travail. Et où on vous demande quelle est votre religion. On vous demande est-ce que vous êtes marié ou non. On vous demande on vous demande peut-être vous êtes de quelle ethnie. Lorsque ces questions sortent immédiatement, ce sont les questions de discrimination qui fondent sur la discrimination. Et il faut rapporter cela au juge que voilà, on m'a posé telle question. Ou bien on m'a demandé quelle est ma classe sociale, et qui est mon père, qu'est-ce que mon père faisait, tout ça. C'est vrai, pour des enquêtes de moralité, on peut demander ça, mais on ne peut pas demander certaines choses lors des entretiens, par exemple. Il y a également d'autres éléments de preuve qu'il faudra rapporter, mais cela dépend dans tel aspect de la vie, on s'y retrouve. Alors, c'est vrai, hein, vous avez libéré un peu tout ce qu'il faut faire, mais lorsque nous sommes dans une situation où on ne sait pas comment ça va se passer, ce sera ma parole contre la parole de la personne que je traduis en justice, en quelque sorte. Voilà. Et là, le législateur donne beaucoup plus de pouvoir au juge dans les enquêtes. Et donc, on demande à la partie défenderesse de venir prouver la non-discrimination. Je ne sais pas si vous avez compris. Très bien. Donc, ce n'est Au plus lieu à que c'est à prouver... l'autre de prouver la non-discrimination, c'est la partie défenderesse qui viendra prouver la non-discrimination. Très bien. Andrea Bachon. Oui, parlant dans ce même sens-là, si les critères sont là et qu'on n'a pas suivi les critères, on peut se dire déjà qu'il y a... ça constitue une preuve. Donc, partir des critères comme preuve et ajouter à ce que monsieur a dit, et également procéder à une dénonciation. Donc, quand déjà il y a cet esprit-là, je crois qu'on peut aller contre ce mode
de fonctionnement. Est-ce que, Andrea Bachumba, je sais que vous êtes enseignante à la retraite, à un moment donné, vous avez senti que vous avez subi une certaine discrimination dans vos activités? Oui, ça, il faut dire que dans la société, nul ne peut se prévaloir de n'avoir jamais subi une discrimination. Ça se fait toujours et on ne peut jamais y remédier, mais peut-être on va contribuer à l'amélioration, à ce que ça diminue. On ne peut jamais défendre que ce soit totalement fini. Donc, et qu'est-ce qui vous vient en tête là tout de suite, que vous avez envie de partager avec nous? Oui, ce que j'ai envie de partager, c'est que une fois j'étais en voyage quelque part avec toute ma famille. On a été victime d'un accident et juste sur les lieux, c'est vrai que nous étions dans on nous appelait étrangers. Donc, ces étrangers-là, c'est eux. Il faut d'abord sauver ceux qui sont de la zone. Donc, vous voyez, j'ai subi cette sorte de discrimination-là. Donc, on nous a laissés pour aller d'abord sauver. C'était en Haïti, donc on a d'abord sauvé les gens de la zone. Mais ils n'étaient pas plus en difficulté que nous. C'est ça. Voilà, j'ai été victime d'une discrimination compte tenu de ce qu'on m'a appelé étrangère sur un lieu, alors qu'on avait la même peau, pratiquement. Très bien. Voilà. Et vous, John? Bon, moi, j'ai très tôt refusé de ne pas subir des discriminations. C'est beaucoup plus au niveau professionnel. Monsieur Degueno, en tout cas, je le remercie en passant parce qu'il a évoqué certains critères que beaucoup de personnes ne savent pas en fait. Parce qu'il faut déjà savoir d'abord avant de dire que tu vas prendre des recours. Donc, côté parlant des entretiens, par exemple, est-ce que c'est interdit? On dit, quelle est ta prétention salariale, par exemple? Parce que tu connais ta valeur, parce que tu sais ce que tu vas apporter. Tu dis ta prétention salariale. Mais on revoit que en derrière, parce que tu as dit que tu dois pouvoir prendre tel montant, tu es classé de côté. Et l'autre monsieur qui se dévalorise et donne peut-être un montant un peu plus bas que ça, on trouve que oui, c'est cette personne qui est beaucoup plus importante. Mais lorsque tu prends le boulot et tu vas à la fin, tu vois tout ce qui t'est demandé jusqu'à la fin, tu rentres par exemple à 7h, tu sors à 19h30, voire 20h, 21h. Tu te rends compte que ce que tu as dit par rapport à ce montant, par rapport à ta prétention salariale, dans le fond, c'est quelque chose quand même d'assez justifié. Et donc, moi, de ce côté-là, je vais dire, c'est en partie des questions pareilles qu'il a évoquées tout à l'heure, que j'ai eu à subir à un moment donné. Mais lorsque Madame Andrea a dit la discrimination, c'est quelque chose qui ne pourra jamais être... on ne pourra pas vraiment dire qu'on va circonscrire ça dans le fond. Mais c'est chacun d'entre nous, à notre niveau, de développer déjà, comment je vais le dire, un état pour dire que j'accepte cette discrimination ou je ne l'accepte pas. Si tu vois qu'il y a une condition qui ne t'arrange pas et que tu trouves que à la longue, ça peut peut-être te frustrer parce que nous-mêmes, nous avons la possibilité d'accepter que quelque chose nous fasse mal ou pas. Et donc, dans ce cas, c'est à toi d'aller maintenant chercher quelles sont les conditions que tu vas mettre à ta disposition personnelle, c'est mon point de vue, à ta disposition personnelle pour ne plus avoir à subir un tant soit peu. Donc, côté professionnel, lorsque j'ai remarqué que ça va être ainsi tout le temps, à un moment donné, je me suis dit, bon, est-ce que tu ne vas pas voir comment que tu vas faire pour que de ce côté, si c'est toi-même qui vas mettre sur pied quelque chose où tu vas créer ton cadre, ton conditionnement pour ne plus subir en fait ce genre de situation. Il faut le voir. C'est vous qui allez le faire subir maintenant aux autres. Non, justement. Alors, non, allez-y. Bon, quand il dit que chacun, c'est vrai que chacun saura et pourra défendre sa condition. Mais quand vous êtes quelque part, et si ce n'est pas vous, c'est quelqu'un à côté de vous. Oui. Donc, il va falloir d'autres personnes pour lutter pour ces personnes-là. Maintenant, dans le cadre du travail aussi. Quand, par exemple, vous aviez le même diplôme et on nomme quelqu'un à un poste, vous faites le même travail. Vous commencez à 1 heure donnée, vous devez finir à une heure aussi donnée. Mais celui qui a un poste et puis au même diplôme, à un poste donné, ne va pas sortir à la même heure que tous les autres, compte tenu
des tâches qui lui sont, des charges qui lui reviennent, il est beaucoup plus resté, il est appelé à vivre plus de situations que celui qui n'aura pas la même. Alors, lorsqu'on choisit quelqu'un par rapport à sa prétention, c'est normalement salarial. Je Normalement, voudrais revenir sur ça. C'est pas... Même si on ne revenait pas sur ça, j'allais revenir sur ça. Oui, Parce que je voudrais encore une fois clarifier. vous opposer en vous disant que il y a la liberté contractuelle. Ça. Et quand on parle de liberté contractuelle, si ça ne vous arrange pas, ça ne vous arrange pas. Cela n'est pas une forme de discrimination. Tant qu'on ne vous paie pas moins du SMIC, et même si on vous paie moins du SMIC, Vous ça avez fait accepté. autre domaine. Mais lorsqu'on ne vous paie pas moins du SMIC, et on vous dit de dire votre prétention salariale, vous estimez une tranche, l'entreprise verra quant à ça et quant à ses moyens et verra si exactement on peut vous accepter ou non. Maintenant, si vous estimez une tranche qui est supérieure à leur budget, c'est une question managériale stratégique de l'entreprise. C'est ça. Et si l'entreprise utilise cela pour vous évincer, il n'y a pas de souci. Mais utiliser cela pour dire que c'est une forme de discrimination, Ça c'est n'est pas- méconnaître son droit. C'est ça. Et donc, dit de façon arbitraire que c'est une discrimination. Et voilà ce pourquoi parfois il faudrait encore Que les essayer personnalités- de discuter avec les citoyens Exactement. pour les éduquer beaucoup plus à leurs droits Droits. et leur montrer effectivement quand est-ce qu'on parle de discrimination ou non. Très bien. Il ne faut pas confondre les situations donc, pour alarmer les choses alors que vous n'êtes pas forcément dans votre droit en ce sens-là. Nous allons faire une petite pause avant de parler des conséquences et justement de comment faire pour lutter contre la discrimination. Nous parlons à présent des conséquences. Lorsqu'il y a discrimination, quelles sont les conséquences qu'on peut y noter? Andrea Bachon. Oui, quand il y a discrimination, il y a frustration. Quand il y a discrimination, il y a inégalité. Quand il y a discrimination, le droit n'est pas dit. Et donc, en ce moment-là, on se sent vexé, on se sent pas digne, quoi. Donc, on se sent nettement inférieur. Donc, il y a un sentiment d'infériorité, de supériorité qui naît à partir de la discrimination. Donc, voilà ce que je peux dire en t'entendant. John? Et comme la petite vient en mangeant, Oui. je crois que ça peut revenir. D'accord. Et j'ajouterais en fait à ce niveau-là qu'il y a une façon de paradigme qui naît en fait parce que la personne se dit je ne vais pas subir ça ou que lorsque moi-même je serai dans cette position, je ferai subir ça à une autre personne. Donc comme elle a dit, Ça se perpétue en ça fait. se perpétue en fait. Et donc cette frustration tant jusqu'à arriver à un extrême donné. Je vois également que lorsqu'il y a discrimination, côté également sexuel, il y a des décisions qui sont prises, par exemple, lorsque l'homme qui sent que sa femme est en train de subir ce genre de choses, il peut prendre des dispositions, par exemple, pour dire non, tu restes à la maison, tu ne fais plus rien. Parce que ça, c'est des conséquences, par exemple, liées à ça. Donc, je peux ajouter ça à ce que sur Mme le Bachemba genre, a dit. On oui. va y évoluer. Junior. Je dirais que lorsqu'il y a discrimination, il y a bien sûr frustration, il y a inégalité, on voit que les chances et la chance n'est pas de la même. Et on constate que tout le monde n'a pas les mêmes droits. Réduite. Et donc, il y a réduction d'égalité chez l'un et il y a une augmentation chez l'autre. Mais également, ça crée ce qu'on appelle des rébellions. Ça crée des rébellions, ça crée des tensions sociales et on ne sait pas, ça peut apporter jusqu'à des crimes de génocide et autres. Donc, c'est pour cela que les Nations Unies aujourd'hui demandent à ce qu'il n'y a pas de discrimination dans tout ce qu'on doit faire. Et ils font beaucoup plus d'activités pour ça. Lorsqu'on parle de discrimination, comme conséquence, ça peut créer beaucoup de tensions dans un pays, des génocides, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité et autres. Donc, toute personne ne doit pratiquer tout acte qui tend vers la discrimination.
Très bien. Je reste avec vous. Vous savez, vous nous avez dit tout à l'heure comment est-ce qu'il faut faire les précautions ou les éléments qu'il faut prendre en compte lorsqu'on se sent discriminé pour pouvoir aller se plaindre. Mais vous savez, tout le monde n'aime pas se plaindre forcément parce que quand on voit déjà le temps que ça va prendre, tous les éléments, les allers-retours qu'il faudra faire subir cela aussi à sa famille et tout, on n'aime pas plutôt se plaindre. Mais qu'est-ce qu'il ne faut pas vraiment laisser passer en fait? À quel niveau vraiment il ne faut pas laisser passer les choses pour vous? J'estime qu'il ne faut jamais laisser passer la discrimination à aucun moment ou à aucune étape. Ou à Aucune étape, oui. aucune étape plutôt. Parce que déjà même, lorsqu'on constate qu'il y a violation, qu'il y a eu discrimination immédiatement, il faudra commencer par reconnaître que cela, c'est illégitime. Et lorsqu'on reconnaît déjà cela comme illégitime, il faut réparation, il faut aller devant la justice. Et pour aller devant la justice, ce n'est pas une question de le temps que ça va prendre et autres. Parce que tout dépend de chaque État, hein, et tout dépend de l'appareil judiciaire de chaque État. Je dirais que les conditions d'accès à la justice en République du Bénin permettent à tout le monde aujourd'hui de vite saisir un juge. Et il y a la possibilité aujourd'hui avec les réformes qui ont été faites au niveau national, il y a la possibilité aujourd'hui de vite saisir un juge pour faire constater la violation pour faire constater la discrimination en lui rapportant les preuves et donc dans un délai rapide, le juge constatera les faits, il y aura l'égalité entre les parties et chacun peut se défendre là et également il doit avoir directement dans un délai rapide toujours une décision de justice. Et lorsqu'on constate vraiment que vous avez été discriminé, on vous rend justice. Et vous avez la possibilité également de faire appel lorsque vous constatez que on ne vous a pas rendu justice en première instance. Vous avez toujours la possibilité d'aller en appel pour toujours faire constater au juge d'appel que vous avez été discriminé et que le juge de première instance n'a pas reconnu cela. Il n'y a pas de femme, il n'y a pas d'homme, c'est pas qu'il y a une discrimination, que c'est seulement les femmes qui peuvent venir faire ça. Non, tout le monde qui se sent discriminé a le droit d'avoir accès à la justice. Très bien. Oui, Andrea. Avoir accès à la justice, c'est bien de le dire. Mais est-ce que toutes les parties ont connaissance qu'elles ont ce droit-là? C'est ça. Parce que une chose est d'avoir ce droit-là, mais une autre est de savoir est-ce que j'ai un droit. Si la personne ne sait pas qu'elle a un droit, comment alors peut-elle jouir de ce droit-là? C'est ça le bas. L'accès à la justice suppose d'abord l'accès au droit. Suppose d'abord l'accès au droit. L'accès à l'information juridique. Donc, il y a aujourd'hui, par exemple, la possibilité d'aller chercher l'information. Il y a aujourd'hui des avocats, il y a également la maison de l'avocat qui est là, où les gens vous donnent l'information juridique. Il y a beaucoup d'organisations aujourd'hui de la société civile. Il y a beaucoup d'organisations non gouvernementales. Il y a des actions qui sont en train d'être faites. C'est simplement parce que le citoyen que nous sommes et les citoyens que nous sommes ne voulons pas aller chercher l'information. Et même quand on dit de venir chercher l'information, on demande s'il n'y a pas d'avantage. Est-ce qu'on va me donner quelque chose en retour? Est-ce qu'on va me donner 2000, 5000, tout ça? Donc, lorsque les gens même se décident d'aller chercher l'information juridique, on a ça. Il y a beaucoup d'organisations qui font cela de façon bénévole, volontaire. Donc, il suffit juste d'aller chercher l'information. Et même déjà dans les tribunaux, vous exposez l'affaire, déjà même dans les secrétariats et autres, dans le bureau d'accueil et autres, on vous oriente, on vous donne les directives, on vous dit, ceci c'est telle infraction, ceci c'est telle infraction, ceci vous avez été discriminé réellement et que vous avez la possibilité maintenant de saisir tel juge. Et même si vous ne connaissez pas le juge que vous allez saisir, on vous oriente, on vous dit que c'est tel juge que vous allez saisir et c'est tel juge qui vous donnera une réponse et approximativement cela peut durer tel nombre de temps et que le juge même n'a pas le droit de dépasser ce délai-là parce que c'est dans la politique du gouvernement, c'est dans la politique pénale du gouvernement de rendre la justice dans un délai très raisonnable. Voilà. Et également, les coûts pour accéder à la justice ne sont pas des coûts très exorbitants parce que déjà, on vous rend la justice
on rend déjà la justice à tout le monde équitable, donc tout le monde peut saisir la justice. Ça veut dire que même le pauvre peut saisir la justice. Le pauvre qui se sent discriminé peut saisir la justice à 0 francs dans les conditions qu'il faut. Il n'y a que certaines conditions dans lesquelles, pour obtenir justice, il faut passer par des procédures qui compliquent, qui demandent de faire ceci, de faire ceci. Mais presque toutes les procédures sont beaucoup plus accessibles à tous les citoyens. Très bien. Merci pour ces éléments d'information qui éclairent, j'en suis persuadée, nos téléspectateurs. Mais justement, en dehors de recourir à la justice, est-ce qu'il y a d'autres formes de réaction à la discrimination? Je me sens discriminée. Comment réagir si je ne vais pas à la justice? Si je me sens discriminé, déjà, je reconnais que c'est illégitime. Je fais constater cela à la personne. Que votre comportement, ce que vous m'avez fait tout de suite, c'est une discrimination. Je prends le cas où je suis en entretien et la personne me dit cela. Moi, je sais que je veux du travail, mais je vois que ça, ce sont des questions de discrimination. Mais quand même, je lui dis, excusez, cette question, je ne peux pas répondre parce que ça ne doit pas être normalement dans les questions qu'on doit me poser. Lorsque je sens que je veux louer dans une maison, mais on me dit que tu es de telle ethnie, tu es de ceci, mais le bailleur qui me demande ça directement, je crois qu'il y a certaines dispositions dans la loi qui dit que lorsque le bailleur vous fait constater, vous dit certaines choses ou bien refuse de vous louer en raison de votre ethnie ou bien de votre race ou bien de votre couleur de peau et autres, il faut immédiatement faire constater cela. Et il faut lui faire constater cela et également, si possible, aller faire constater cela au juge. Et donc, vous avez la possibilité de louer dans la maison même, sans même sa volonté. D'accord, ça c'est intéressant. Merci beaucoup, Junior Deguenon. Nous parlons à présent, c'est vrai, on a parlé des conséquences, des impacts, mais la sensibilisation, on se dit que c'est peut-être la seule manière de lutter contre les formes de discrimination, toutes formes de discrimination, John. Oui, merci. La sensibilisation. Il faut que chaque personne se sente déjà personnellement là où il est comme un élément essentiel ou très important pour la sensibilisation par rapport à la discrimination. Mon ami Junior Deguenon, il a dit, il a donné beaucoup de clarté, beaucoup de choses, beaucoup d'informations qui, moi, beaucoup m'édifient. Et je le remercie beaucoup par rapport à ça. Et dans ce sens, il faudrait que toute personne qui sent qu'il a subi cette chose à un moment, cette forme de discrimination ou toute forme de discrimination à un moment donné, se dise, eh bien, à partir de moi, je pense que personne d'autre ne devrait plus avoir à subir ça. Et je ne sais pas, il y a certaines personnes qui, lorsqu'ils subissent ce genre de choses, s'édifient ou bien, comment je vais le dire, se montrent en leader ou bien en rassembleur de ces personnes-là qui ont subi et lancent un appel, pourquoi pas, à toute personne qui a subi cette forme de différents types de discrimination pour leur demander qu'en fait, on peut constituer une force. Parce que j'ai l'habitude de dire une chose, seule ma voix n'est pas vraiment grande, mais lorsque je me rallie à des personnes qui portent la même voix, la même vision et ont subi la même chose que moi et que nous ne commençons pas à décrier ça dans le fond, mais naturellement dans le pacifisme, nous ne commençons pas à décrier ça, je pense que la voix serait beaucoup plus grande et va toucher beaucoup plus de personnes. Et les informations qu'il a données dans le fond sont des informations qui vont permettre en fait à beaucoup de personnes maintenant de savoir qu'ils peuvent lever la voix et dire en fait halte à la discrimination. Donc nous devons être nous-mêmes des maillons en fait de lutte contre les discriminations ou bien de sensibilisation. C'est ce que je peux dire. Oui, c'est vrai. Il faut aller en groupe parce que seul, je ne peux rien. Seul, je ne suis pas forte. Seule, ma voix ne porte pas. La sensibilisation, il faut y pouvoir à toutes les fois. C'est vrai. Il faut également qu'il y ait des creusets, qu'il y ait des clubs de paix, des gens qu'on ait pu former pour les mettre à des endroits, pour pouvoir être, qu'est-ce que je peux dire, des voies, des canaux de sensibilisation, des canaux d'information
au niveau de la population, c'est surtout au bas peuple que ça doit cesser. Parce que vous et nous comprenons. Et combien de personnes sont assises maintenant devant la télévision en train de nous écouter? Oui. C'est vrai. Il va falloir aller en langue dans les zones reculées, dans les hameaux et partout où cela peut se faire entendre, en langue surtout. Et dans les informations communautaires, parce qu'à des moments donnés, il y a des gens qui sont à l'écoute. Donc il faut saisir ces moments-là pour passer le message et que tout le monde soit informé au même diapason. Très bien. Voilà ce que je peux ajouter. Je dirais que pour cette question, il faut que déjà la sensibilisation commence par soi-même. Par soi-même. Il ne faut pas forcément attendre que ce soit d'un groupe ou bien pas. Non, il faut déjà que la sensibilisation commence déjà par soi-même, dans notre maison. Ce que nous disons à notre enfant, parce que lorsqu'on dit déjà à notre enfant que tu n'es pas au même rang que l'enfant de l'autre, ça fait déjà une politique de discrimination. Et il faut éviter cela. Lorsqu'on montre à son enfant que non, ton sac que toi tu vas porter ne doit pas être le même sac que les autres, parce que toi, tu n'es pas un petit enfant comme cela, ou bien tu n'es pas n'importe quel enfant, c'est déjà une discrimination. Lorsqu'on donne déjà à son enfant la possibilité de faire certaines choses et de brimer les droits de ses amis, et de casser les craies de ses amis à l'école, de casser la doise et on dit que bon, il n'y a pas de problème, tout ça, c'est déjà une sorte de discrimination. On apprend à l'enfant de faire des choses qu'il ne doit pas faire. Oui. En dehors de ça, lorsqu'on montre déjà à sa fille que tu as la possibilité de faire comme ceci, de dépasser et d'outrepasser tes droits et d'aller violer les droits de tel garçon ou bien de telle personne, tout ça, ça veut dire déjà qu'il y a une discrimination. Et il faut déjà commencer par soi-même à la maison, déjà. En dehors de cela, je dirais que beaucoup d'actions sont faites aujourd'hui. Beaucoup d'actions sont faites aujourd'hui. Même avec le cas des transgenres que j'avais oublié. On avait pratiquement oublié de parler de ça. Il y a des personnes qu'on traite de homosexuels, de transgenres, de ceci. Et ces personnes-là, aujourd'hui, ils ne peuvent pas s'asseoir à côté de nous. Vous, oui. Et ces personnes, aujourd'hui, on les voit faire ce qu'ils doivent faire, ou bien on les voit vivre, s'épanouir, mais nous, on estime qu'eux, ils ne doivent pas vivre ainsi. Oui. Et comme cela, on a de ces comportements bizarres, mais vous, quittez là, ou bien on commence par leur lancer des pierres, ou bien quoi, ou bien on les traite d'une manière ou d'une autre. C'est très grave. Moi, je me souviens, quand je faisais encore les cours secondaires, j'avais un ami qui était là, moi, je ne savais pas qu'il était homosexuel. Au départ, il faisait les choses comme femme, mais à un moment donné, ça nous choquait tout le monde. Ça nous choquait tout le monde. Et moi, par exemple, en son temps, je refusais de m'asseoir à côté de lui. Wow. Parce que je ne peux pas comprendre que il fait des choses, il te touche comme ceci, tout ça. En ce moment, j'étais tellement choqué. Tout le monde était toujours choqué contre lui. Mais chaque fois quand il venait, et on le traite comme cela, il y a le professeur d'espagnol qui disait souvent, Junior, attention, il faut traiter les gens et les accepter dans leurs différences. Et lorsqu'il disait ça, vous avez vu, il a commencé déjà un devoir de sensibilisation. Oui. Et à partir de ce moment, je me souviens, il m'avait puni en son temps et m'avait mis à genoux. Et il m'avait dit, de 17h à 19h environ, j'étais resté à genoux. 2 heures. Et il m'a montré que je ne dois plus jamais faire ça. À partir de ce jour, je me suis rendu compte vraiment que je suis en train de faire quelque chose de grave et j'ai pris conscience qu'il ne faut plus jamais faire ça. Après, je lui ai demandé mes excuses et aujourd'hui, maintenant, je peux dire que je défends beaucoup de choses qui vont dans ce sens. Parce que les autres également ont le droit de vivre. Ce sont leur corps et ils doivent vivre parmi nous. On ne doit pas les discriminer, on ne doit pas dire que non, ils ne doivent pas exister dans notre société. Très bien. Voilà. Merci, Junior Deguenon. Alors, pour lutter justement contre les formes de discrimination, il y a cette discrimination positive dont on entend beaucoup parler depuis quelques années pour libérer ou bien pour donner même accès, une certaine égalité sur certaines choses. Andrea. Oui, quand on parle de la discrimination positive, c'est cette discrimination-là qui est constructive. Par exemple, je m'en vais sensibiliser un milieu de femmes. Mais je dis, vous ne devez pas faire ci, vous ne devez pas faire ça. Mais les hommes sont là. J'étais à Dassa, une fois j'étais en train de sensibiliser, je disais que les femmes
il faut les accepter, il faut faire ci, il faut faire ça. Mais le monsieur dit, il faut apporter beaucoup plus de soins aux femmes. Il y a un monsieur qui dit, mais pourquoi vous parlez toutefois des femmes? Je dis oui, la femme constitue le maillon de l'éducation. Donc, il faut beaucoup plus centrer l'accent sur l'éducation des filles. Mais le monsieur dit, si vous ne nous sauvez, vous ne nous aidez pas à faire, mais c'est nous qui sommes les maris de ces femmes-là demain. Donc, il faut commencer par nous. Je dis oui, ça n'empêche pas que vous accompagnez ces femmes-là. Et parce que vous voulez de bonnes épouses, il faut que vous-même, vous commencez par les accompagner, par les protéger, et ainsi vous aurez de bonnes épouses. Donc, il faut parler en ce moment-là de la discrimination masculine positive. Donc, voilà par exemple une discrimination positive qui contribue à une construction dans la société, dans la communauté. Voilà. Alors, John, est-ce que vous observez... accepter également les personnes handicapées, parce que ces personnes-là sont discriminées compte tenu du handicap. Quelqu'un, par exemple, qui a un diplôme, mais qui n'est pas accepté dans la société parce qu'il est malentendant, il a pourtant des droits qu'il faille mettre en exergue pour lui permettre de vivre dans l'égalité. Au niveau des centres de santé, par exemple, quand une personne âgée arrive et un jeune, on dit non, celui-là est déjà une personne âgée, il faut la laisser pour sauver la personne jeune. Mais non, elles ont tous le droit, elles ont toutes le droit à la vie. Donc, il faut les sauver dans les mêmes conditions. Voilà. John, est-ce que vous l'observez aussi, les formes de discrimination positive? Oui, comme Madame Andrea l'a dit tout à l'heure, la discrimination positive, si on va le mettre dans ce sens, c'est cette forme de brimade que tu subis et après ça t'amène en fait à prendre des dispositions pour que toute autre personne ne subisse plus ça. Moi, c'est comme ça que je la vois. Lorsque on parle de discrimination positive, chez moi, je suis en train de dire par là que la discrimination n'est pas en tant que telle aussi mauvaise que ça, parce que lorsque tu subis ce genre de situation, ce genre de choses, ça te marque. La frustration, si tu arrives à le transformer en fait en une énergie positive dans le fond, ça te permet en ce moment d'être en fait quelqu'un à partir duquel il y a d'autres choses qui naissent. En fait, tu mets en place un système, un creuseur ou une association qui contribuera en fait à défendre ou à aider des personnes qui vont se trouver dans ces mêmes conditions. C'est en ce moment que oui, la discrimination, on peut dire qu'elle est positive. Ainsi. Bon, alors là, ça c'est votre interprétation de la chose. Alors, la discrimination positive peut même nous amener les États à prendre des tests pour privilégier certaines personnes donc, dans certaines conditions. Junior. La discrimination positive, d'abord, je voudrais qu'on revienne d'abord d'où ça vient souvent. La discrimination positive, déjà, c'est dans un dictionnaire québécois. Que ça vient avec des expressions de discrimination positive, et aux États-Unis on parlera de affirmation positive, tout ça. C'est la possibilité de reverser maintenant la situation de discrimination d'une autre façon positive. C'est-à-dire quoi? On a longtemps marginalisé les femmes, on a longtemps dit que les femmes ne doivent pas accéder à des postes de responsabilité et que les femmes ne peuvent pas prendre des décisions. Aujourd'hui, maintenant, on fait une sorte de discrimination positive. On retourne la situation maintenant. Et pour retourner la situation maintenant, on donne la possibilité à ces personnes-là qui ont été longtemps marginalisées pour accéder à ces postes de responsabilité. Aujourd'hui, par exemple, nous allons regarder dans l'Assemblée nationale, vous allez voir, il y a des femmes, il y a des personnes qui accèdent à des postes de responsabilité. Vous allez voir, au sein de plusieurs organisations aujourd'hui maintenant, il y a des femmes à la tête de ces organisations. Or, entre-temps, on disait que les femmes ne peuvent pas accéder à ces postes de responsabilité. Aujourd'hui, maintenant, avec la discrimination positive, on essaie maintenant d'améliorer la chose, de lutter contre la discrimination et d'apporter beaucoup plus un changement positif pour un monde meilleur. Voilà pourquoi vous allez entendre dans les dossiers de candidature que la candidature féminine est beaucoup plus recommandée et que nous voulons beaucoup plus de personnes handicapés, que nous voulons beaucoup plus de personnes sourdes et autres. Donc, je dirais que la discrimination positive, c'est la seule chose peut-être qui actuellement marche beaucoup plus
pour pouvoir changer la chose, pour pouvoir améliorer les conditions sociales de toutes ces personnes qui ont été longtemps brisées, longtemps marginalisées, longtemps reléguées au dernier rang. Merci. Il a suffi simplement la dernière fois que moi, je me douche et que de l'eau rentre dans mes oreilles et que je n'arrive pas à entendre correctement pendant toute une semaine environ, que j'ai compris ce qu'on appelle discrimination. Ah, d'accord. Que j'ai compris vraiment ce qu'on appelle discrimination dans une société où je parle ou bien les autres me parlent, je n'entends pas, j'essaie de rapprocher les oreilles et on commence par penser que je suis déjà sourd d'oreille. Donc, Mais il y a déjà des comportements qui se développent. Et j'ai dit, mais ces gens, ça me prennent pour un sourd bien quoi. Et c'est là que j'ai constaté que bon, ça veut dire que les sourds, c'est comme ceci, on les traite dans la vie. Exactement. Voilà. Donc je crois qu'avec la discrimination positive, on arrive à donner une chance à ces personnes-là d'accéder à ces postes de responsabilité. Très bien. Merci beaucoup, Junior Deguenon, pour ces éclairages. Andrea, vous voulez réagir, c'est ça? Oui, bon, c'est toujours dans le même sens parce que c'est une déficience. Donc, il faut donner maintenant voix à tous ceux qui souffrent de déficience pour que ces personnes-là soient désormais priorisées dans ce qu'elles font et dans leur être pour vivre l'égalité en toute âme et conscience. Merci beaucoup. Nous allons recevoir Modeste sur le plateau. John, je vais vous libérer. Votre mot de fin à toutes ces personnes qui sont peut-être en ce moment en situation difficile en raison peut-être donc d'une discrimination. Merci, Madame la journaliste. Il n'y a pas de mot de fin. Il y a juste des points de vue que nous devons juste donner à chaque étape de notre vie. Je veux tout simplement dire que chaque personne à divers niveaux, à divers endroits, qui se sent à un moment donné être lésée, être brimée, déjà doit pouvoir connaître les critères, les raisons, les choses qui vont lui permettre de savoir effectivement que j'ai été brimé, de savoir qu'il a la possibilité de remonter, si je suis les informations de mon frère Junior, de remonter ces situations, ces formes de frustration qu'il a reçues, et s'il sent que cela ne marche pas, de toujours faire appel. L'autre chose, c'est qu'il est lui-même en fait un canal, un élément très important pour essayer de lutter contre toute frustration, toute situation que toute autre personne pourrait vivre à côté de lui. Je dis ça et je vous dis merci. Merci beaucoup à vous d'être venus sur ce plateau. Je vous accompagne avec notre clip de ce matin pour retrouver Modeste Dossou-Togbe. Voilà, Modeste est installée à présent. Modeste, nous avons reçu les messages. Oui, nous avons reçu quelques messages. Le premier message qui dit la discrimination marque une mise à l'écart d'une personne ou d'un groupe de personnes. Cette discrimination peut porter atteinte à la dignité ou à l'intégrité. Elle frappe au cœur même de ce que signifie l'être humain. Elle consiste à bafouer les droits d'une personne. Alors c'est simplement une action ou une décision qui a pour effet de traiter de manière négative une personne en raison de sa classe sociale. Alors Seydou, voilà, qui dit bonjour E-Télé. Je vous écris depuis Porto-Novo. Tout d'abord, salutations à la présentatrice et aux invités. Et j'aimerais, je vais lire ça à la fin. Il dit, j'aimerais juste notifier que la discrimination est un phénomène dans la société qu'on ne peut jamais combattre. Les 5 doigts ne sont pas égaux et d'une façon ou d'autre, il y aura toujours des inégalités. Moi, je me dis que si quelqu'un se retrouve en situation de discrimination, il est possible de réclamer qu'il le fasse. S'il ne peut pas, qu'il laisse simplement le tout à Dieu, puisque de toute façon, la nature aura du vide. À un moment donné, d'une manière ou d'une autre, nous tous avons déjà été discriminés quelque part dans notre vie. Alors, il dit la présentatrice est assez jolie ce matin. Conséquence de la discrimination. Lorsqu'il y a discrimination, il y a frustration. Et la frustration peut engendrer
toute forme de guerre, de conflit et de bagarre. Absolument. Junior l'a d'ailleurs rappelé un peu plus tôt. Merci à nos amis téléspectateurs qui nous suivent et qui réagissent donc sur le sujet. La pensée de ce matin, Modeste? Oui, la pensée de ce matin qui est de Julien Ferré, si je lis bien, qui dit le plus grand malheur du siècle, c'est la discrimination dont le bonheur fait preuve. Le plus grand malheur du siècle, c'est la discrimination dont le bonheur fait preuve. Le plus grand malheur du siècle, c'est la discrimination dont le bonheur fait preuve. Je ne sais pas si vous avez vous avez compris un tant soit peu le sens dans lequel l'auteur est en train de nous parler. Et Andrea Bachon, Oui. Julien, vous allez réagir tout à l'heure. Par rapport à la discrimination, et quand vous allez peut-être combattre cela, c'est pour le bonheur de tous. Donc, éviter de faire la discrimination, c'est parvenir à un bonheur donné. Bon. Alors, reprends la pensée. Modeste, c'est une pensée un peu particulière parce qu'elle est complètement retournée. Oui. Alors, la pensée du jour qui nous dit le plus grand malheur du siècle, c'est la discrimination dont le bonheur fait preuve. Le plus grand malheur du siècle, simplement, c'est la discrimination Dont le bonheur fait preuve. Alors, Junior. J'avoue que sincèrement, j'ai pas beaucoup compris le sens de l'auteur. J'ai pas vraiment beaucoup compris Moi, le je sens de comprends l'auteur. tout simplement que lorsque vous êtes heureux quelque part et que l'autre ne l'est pas en réalité, c'est une forme de discrimination. C'est-à-dire quoi? Lorsqu'on est souvent heureux, on rit dans son coin et autres. Ce bonheur-là, lorsqu'il n'est pas partagé, il y a une forme de discrimination parce que les autres ne partagent pas ce bonheur avec moi. C'est juste une pensée. Je pense qu'il ne parle pas forcément de discrimination au sens exact dont on a parlé aujourd'hui, mais le plus grand malheur du siècle est la discrimination dont le bonheur fait preuve. Je crois que également c'est une accession de l'auteur et que, bon, il a ses raisons de justifier cela. Absolument. Alors, l'auteur a bien entendu ses raisons, parce que quand on parle de faute, il y a quand même, quand les autres ne sont pas heureux C'est pour ça. vous, vous ne sentez pas, vous n'êtes pas dans votre peau sur le terrain. Et l'auteur de la citation, Julien Ferré, c'est un footballeur, il est né le 5 juillet 1982. Et c'est un footballeur, voilà, je le disais, français à la retraite. Il est originaire de Bretagne. Il se révèle sur le tard, ne découvrant la Ligue 1 qu'à l'âge de 26 ans. Auparavant, il joue durant 5 saisons en national et en Ligue 2 à Chekboung, simplement. Alors, avant de passer à l'humour, Modeste de Soutogbe, il y a aussi, et on ne l'a pas parlé dans le développement junior, l'Institut national de la femme aujourd'hui qui s'occupe quand même des femmes vers le se sent peut-être un peu discriminé dans ses droits, peut appeler ou se rapprocher de lui, n'est-ce pas? Exactement. L'Institut national de la femme fait un travail aujourd'hui qui est très remarquable pour pouvoir donner aux femmes les mêmes chances et également fait constater la violation des droits de la femme pour constater vraiment la discrimination qui se fait aujourd'hui envers les femmes et même aller jusqu'à devant les juridictions pour défendre les intérêts de ces personnes-là, de ces femmes-là. Donc, l'Institut national de la femme, avec ses prérogatives et tous les pouvoirs qui lui sont conférés, fait aujourd'hui un très grand travail qu'il faut saluer vraiment. Et il faut sincèrement encourager. Et pour encourager, nous avons déjà la possibilité chacun d'aller dénoncer cela. Donc, c'est notre manière d'encourager la chose et en apportant vraiment notre pierre dans la construction de l'édifice qu'est de changer ce monde de discrimination. Andrea, vous voulez Il y a réagir? aussi l'Association des femmes juristes. Il y a également la CBDH, la Commission béninoise des droits de l'homme, qui, elle, ne s'apprécie vraiment pas sur le cas des femmes, mais de toutes les personnes indigentes aussi, et qui fait beaucoup de choses dans ce sens-là
pour Et relever il faut les conclure discriminations. qu'il y a beaucoup d'organisations aujourd'hui qui le Qui font. sont dans la lutte. Puisque cela rentre dans la politique des Nations Unies, il faut comprendre que beaucoup d'organisations travaillent sur cela aujourd'hui. Les OSC aussi. Oui, absolument. Oui, Modeste. Avant d'aller à lui, il y a un téléspectateur, Gabriel Adam, qui demande si la discrimination positive, voilà, existe vraiment. Alors, est-ce que la discrimination positive existe vraiment? On en a parlé un peu plus tôt tout à l'heure, mais bon, peut-être pour le rassurer, c'est Junior Degueno. La discrimination positive existe vraiment parce qu'aujourd'hui, nous le constatons déjà dans l'Assemblée nationale aujourd'hui, des choses ont changé. Nous avons beaucoup de femmes qui accèdent au poste de député. Nous avons également déjà même au sein de notre gouvernement au Bénin, vous allez voir le nombre de femmes qui exercent le poste de ministre et vous allez voir à chaque poste de responsabilité. Aujourd'hui, regardez UNICEF Bénin. C'est une femme qui gère ça. Regardez beaucoup d'organisations aujourd'hui, ce sont des femmes qui gèrent ça. À la tête de Canal+, aujourd'hui, c'est une femme qui tête. Alors, on n'a pas reçu, sinon le service commercial va nous adresser une facture. Exactement. Pour avoir fait la publicité à certaines structures. Bon, ici, vous allez voir, il y a Madame Brunel qui est en train de gérer cela. Et donc, c'est déjà une amélioration, une sorte de discrimination positive. On permet à une femme d'être au milieu et de diriger ce débat. Je voudrais aller dans le même sens en disant qu'aujourd'hui, avec les associations, les organisations, quand il y a une femme à la tête d'une organisation, d'une association, elle est beaucoup mieux cotée que celle qui porte à la tête un homme, par exemple. Bon. Donc la discrimination positive existe au niveau des femmes quand même. Très bien. Le mot. C'est vrai que ce n'est pas grand, mais c'est une étape. Oui, ça commence c'est la par solution, naître. oui. Donc, on on a peut mis en place encourager une cela. solution pour cela. Quand on encourage, ça va grandir. Il nous reste quelques minutes pour tester ta culture avant de boucler ce plateau. Voilà, amis téléspectateurs, aujourd'hui, ce sont des simples questions, comme je le dis d'habitude d'ailleurs. Bon, ce sont des questions d'ailleurs qui reviennent. Alors, première question, chers amis, vous pouvez d'abord le lire sur vos écrans. Première question, nous avons parlé du Niger tout à l'heure. Quelle est la capitale du Niger? Niamey. Niamey. Bon, pourquoi vous avez hésité? Vous hésitiez par moi, rapport à j'ai la pas hésité. question? Niamey. Très bien. Alors, en religion, parlons religion. Quel est, bien entendu, en religion, quel nom désigne la durée ou la période pendant laquelle un pape a exercé sa fonction? Pontificat. Exactement, le pontificat. Question 3. Quel pays africain a pour capitale Sao Tomé? C'est Sao Tomé Principe. Sao Tomé. Merci. Sao Tomé Principe. Exactement, Sao Tomé Principe. Je suis restée là-bas une fois. Quelle est l'unité monétaire du Gabon? Le Gabon. Franc CFA. Franc CFA. Merci. Quand je vous dis que les questions sont simples, je ne sens pas vous hésiter. Question 5. À présent, l'unité monétaire de Djibouti. Le Djibouti. Qu'est-ce qu'ils utilisent là-bas? Le franc Djibouti. Le franc de djiboutien. Djibouti. Exactement. Question 6. Quel mammifère est le plus grand des animaux avec 33 mètres de long et 150 tonnes de poids? Éléphant. 50 tonnes de poids. Non. Mammifère le plus Hippopotame? grand. Oh, Non. mammifère. Mammifère. Non. Des animaux. En tout cas, c'est pas l'éléphant. La baleine. Ah oui. La baleine. Avec 150 tonnes de poids. Question 7. Jamais. Le mot jamais que vous utilisez tout le temps, c'est un adverbe de temps. Vrai ou faux? Non. De négation. Non. Pas de temps. C'est vrai, parce que vous dites jamais, c'est que ce n'est... Oui, peu importe, ce n'est jamais arrivé. Question 8. Quel Africain a pour capitale, quel plutôt
pays a pour capitale la ville de Baban? La ville de Baban. Baban. Le Swaziland. C'est le Swaziland. Quel os est le plus fort du corps humain, chers amis? L'os La le plus colonne fort. vertébrale. Non. Rotus. Le fémur. Le fémur, merci. Question 10. En mathématiques, le prisme, parlons de prisme. En mathématiques, le prisme dans toutes les faces sont des parallélogrammes. comment? Carré. Oh, c'est le prisme. Le prisme dans toutes les faces sont des parallélogrammes est appelé parallélépipède. Vrai ou faux? Prisme. C'est vrai, parallélogramme, parallélépipède, c'est vrai, tout simplement. Dernière question au football. Je pense que vous trouverez celle-là. Au football, quel carton est donné pour expulsion de l'un des joueurs? Rouge. Merci. C'est vrai quand même qu'il y a des questions un peu casse-tête. Néanmoins, ce sont de simples questions. Alors, nous avons 1 minute pour boucler le plateau. Un mot de fin très, très rapidement, Modeste. Merci. Simplement. Ah, d'accord, merci. Merci de nous avoir reçus et merci pour toutes les œuvres que vous faites pour le bonheur du peuple. Merci beaucoup, Andrea Bachumba, Junior Deguenon. Je voudrais déjà dire merci à Brunel pour ce thème d'actualité. Merci beaucoup pour avoir choisi tous ces invités. Et je voudrais lancer un mot à l'endroit des téléspectateurs pour leur dire que la discrimination doit être quelque chose que nous devons prendre chacun dans notre cœur comme si et qu'elle ne doit plus jamais exister. Et que déjà dans notre maison, avec nos enfants, les relations avec nos parents, nos sœurs, nos femmes et autres, nous devons apprendre à vivre dans l'harmonie, dans la courtoisie et que nous devons incarner des valeurs de solidarité et autres et que plus jamais nous ne devons plus faire appel à la discrimination et que lorsque quelqu'un constate vraiment qu'il a été discriminé, que la personne prenne des mesures idoines immédiatement pour faire constater qu'elle est illégitime et réclamer que justice soit faite. Merci beaucoup, Junior Deguenon. Je fais bien vos mots de conclusion pour vous dire, amis téléspectateurs, que lorsque vous vous sentez discriminé, prenez les dispositions tout simplement pour vous faire rétablir dans vos droits. Néanmoins, c'est à nous également de faire en sorte que cela n'évolue pas à travers nos comportements, à travers l'éducation que nous donnons également autour de nous. Merci de nous avoir suivis. Le rendez-vous est assurément pris pour demain.